C'est fait. Excellent. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre séance de Apprivoiser les méthodes où on a le plaisir d'accueillir Nadia Sourial. Nadia est une jeune chercheure qui est une biostatisticienne qui a fait l'accompagnement en biostatistique pendant une dizaine d'années avant de décider de retourner aux études et de faire son doctorat en médecine familiale. Et elle a développé une expertise dans le domaine du vieillissement et de la fragilité. Mais son expertise en biostatistique est demeurée et c'est une grande experte de l'inférence causale. Vous avez peut-être vu son visage sur le site du CRCHUM parce qu'elle nous entretiendra également sur des résultats d'une étude qu'elle est en train de mener actuellement et ça fait partie des conférences du CRCHUM qui sont sur l'heure du dîner. Alors, je vous rappelle, nous sommes en enregistrement. Je vous invite à fermer vos micros et vos vidéos aussi. On pourra les réouvrir à la toute fin parce qu'on a prévu qu'une période d'une heure totale. Nadia, tu vas présenter pour combien de temps environ? Ça devrait être une 40-45 minutes. Entre 40 et 45 minutes, donc il nous restera une bonne quinzaine de minutes et peut-être qu'on pourra déborder pour celles et ceux qui seraient disponibles après 13 heures pour aborder cette question qui est fort intéressante de l'inférence causale sur des données observationnelles. Alors, Nadia, je te cède la parole et peut-être que tu veux partager ton écran également. Merci beaucoup, Lise. Oui. On voit tous les diapos, ça va? Excellent, on voit très bien. Alors, ça va très bien, on voit très, très bien. Parfait. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, comme Lise m'a bien introduit, je suis nouvelle chercheure au Carrefour d'Innovation et je suis aussi chercheure professeure au département de médecine de famille et de médecine d'urgence à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient fort à cœur, qui est l'inférence causale. Et notamment, on va parler de ça dans le contexte d'intervention non randomisée. Pour conclure, est-ce que c'est un rêve ou une réalité de pouvoir parler de causalité dans ce contexte-là? Donc, on sait, la causalité, c'est vraiment le saint graal de la recherche. C'est ce qu'on souhaite toujours pouvoir faire dans le contexte où on mène, que ce soit un programme, une intervention dans une clinique, ça peut être une politique de santé qui s'implante. Dans tous les cas où on fait une intervention, où on observe un changement, ce qu'on souhaiterait savoir, c'est est-ce que l'intervention qui est menée a causé un changement? C'est vraiment le but ultime dans beaucoup de milieux de la recherche. Et donc, le plan de l'atelier aujourd'hui, c'est que je vais vous parler un petit peu en termes de définition de causalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour des études randomisées versus non randomisées? Ensuite, je vais vous présenter le cadre conceptuel moderne de la causalité et spécifiquement, on va prendre du temps pour parler des conditions sous-jacentes de ce cadre conceptuel qu'on ne s'attarde pas trop souvent à parler puis qui sont très importants pour bien comprendre les contextes dans lesquels on peut vraiment faire des interprétations causales. Ensuite, je vais vous faire un exemple de méthode d'inférence causale, un exemple de méthode qui utilise le score de propension et finir par vous faire une comparaison des méthodes d'inférence causale versus la régression traditionnelle et qu'est-ce qu'on a gagné en plus avec des méthodes d'inférence causale. Donc maintenant, qu'est-ce que la causalité? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent on veut implanter et tester une intervention et ce qu'on souhaite démontrer, c'est de savoir si l'intervention a eu un effet ou un impact sur des mesures d'intérêt. Donc, quand on parle d'effet ou d'impact, vraiment, on cherche à répondre à une question causale qui est, est-ce que le résultat qu'on observe aurait été le même que les personnes aient bénéficié de l'intervention ou non? Donc, en d'autres mots, on cherche à savoir est-ce que l'effet qu'on observe est attribuable à l'intervention qui a eu lieu? Ce type de question nous amène au problème fondamental de l'inférence causale qui est on aimerait être dans la situation du bas de la figure ici.
pour pouvoir parler de causalité vraiment théorique, ce qu'on aimerait avoir, ce serait pour une population cible, on aimerait savoir qu'est-ce que serait le résultat si tout le monde dans ma population recevrait l'intervention, puis qu'on mesure le résultat sur toute cette population-là ayant reçu l'intervention, versus quel serait le résultat si on retient l'intervention de tout le monde. Donc, si on regarde dans un contexte contrôle, mais que tout le monde, les mêmes personnes ne reçoivent pas l'intervention et on mesure le résultat par la suite. Donc, cette différence de deux réalités ou deux situations, soit intervention ou contrôle sur toute la population, c'est ça la notion théorique de causalité, mais c'est sûr qu'en réalité, la même personne ne peut pas être à la fois dans un groupe d'intervention ou dans un groupe comparaison. Donc, on se retrouve dans la situation supérieure là, de la figure où pour une même population cible, on est soit dans un groupe ou dans l'autre groupe. Et on nous a appris depuis qu'on est très, très jeune que les essais contrôle randomisés sont vraiment le seul moyen sûr d'examiner l'effet causal d'une intervention. Donc, on a accepté d'être très modeste dans les études non randomisées et parler plutôt d'association et non de se permettre de parler de causalité quand on est dans un contexte non randomisé. La raison pour ça, c'est vraiment dû à la randomisation qui a lieu dans les essais contrôlés randomisés, parce que la randomisation nous protège des facteurs de confusion. Ces facteurs qui sont des facteurs externes à l'intervention, qui viennent interférer et viennent confondre la relation, qui fait que on ne peut plus attribuer la cause à l'intervention. Et cette protection est absente des études non randomisées. Ici, on peut voir un exemple dans un contexte non randomisé où on pourrait avoir deux groupes qu'on souhaite comparer, un groupe intervention et un groupe contrôle. Et si on s'imagine que les petits cercles, c'est des personnes, on peut voir que dans les deux groupes, les caractéristiques peuvent être différentes. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on va mesurer le résultat de ces deux groupes, on a une estimation biaisée parce qu'on ne sait plus si le résultat qu'on observe est dû à l'intervention ou est-ce que c'est dû aux différences des caractéristiques des personnes dans les deux groupes. Le problème, c'est que souvent, la randomisation, ce n'est pas souvent possible ou désirable dans notre contexte de recherche. Souvent, l'intervention a eu lieu en dehors ou même avant que l'étude de recherche ait lieu, qui est le cas souvent quand on fait des études observationnelles de changements qui ont déjà eu lieu. Souvent, on veut aussi mesurer l'impact dans un contexte réel et non dans un contexte contrôlé comme dans un essai randomisé. Et d'autres situations, c'est des interventions qui ont lieu au niveau macro, comme l'implantation d'une politique de santé qui va se faire au niveau de la population. Donc, c'est impossible de songer à randomiser une telle intervention. Il y a aussi des circonstances où c'est vraiment pas éthique de randomiser quand on pense qu'une intervention peut être bénéficiable aux personnes et aussi des questions de logistique comme le temps et le budget. Donc, la question maintenant, est-ce que c'est tout perdu dans le contexte non randomisé? Est-ce que on voit un potentiel pour quand même parler de causalité et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le cadre conceptuel moderne de la causalité et en quoi cela peut nous aider à parler de causalité même dans un contexte non randomisé. Donc, ce cadre conceptuel a été formalisé par Donald Rubin dans les années 1970, mais ce n'est pas avant les années 2000 que ça a commencé à vraiment être populaire, à être plus développé par des chercheurs comme Pearl et Miguel Hernan qui est à Harvard. Ce cadre conceptuel, vous allez voir, c'est vraiment un changement majeur de paradigme dans la manière dont on conceptualise, qu'on planifie, qu'on analyse puis qu'on interprète nos données pour en tirer des conclusions causales. Et ce qui est vraiment un gros développement avec ce cadre conceptuel, c'est vraiment, on a maintenant un langage très formel et très explicite pour nous dire quelles conditions on doit avoir
pour dire qu'on est dans un contexte où on peut parler d'une interprétation causale. Donc, il y a vraiment des règles mathématiques, des formules, des preuves de formules mathématiques qui nous disent si on a ces conditions-là, on peut dire qu'on est dans une situation où on peut dire que l'effet qu'on observe est causal. Donc, c'est la première fois qu'on s'éloigne de cette notion abstraite de causalité et qu'on peut le définir mathématiquement. Et l'avantage vraiment de ce cadre conceptuel-là, c'est que ça nous oblige à être très précis sur comment on réfléchit à l'intervention, la population cible, les facteurs de confusion et les conditions autour. Donc, ça nous met vraiment dans un contexte explicite pour être en mesure de savoir à quel point je me rapproche d'une interprétation causale. Donc, ce qui est vraiment fabuleux avec ce cadre conceptuel, c'est que ça nous dit que sous certaines conditions, si on adhère à certaines conditions, l'inférence causale dans le contexte d'études non randomisées est possible. Donc, oui, c'est possible. Et donc, ce que j'aimerais maintenant vous demander, si j'arrive à faire partager mon petit sondage. Ah, polling. C'est possible que cela ne marche pas parce que, Rachel, est-ce que tu es capable de faire partir le sondage pour moi de ton côté? Ah. Je crois pas. C'est toi le host, donc normalement, ça devrait Non, c'est fonctionner. ça. Non, il ne veut pas me laisser. Bon, ben c'est pas grave. La question que je vous demande, vous allez répondre dans votre tête, c'est combien de conditions vous pensez que ça prend combien de conditions est sous-entendu dans ce cadre conceptuel? Est-ce qu'on parle de une condition, deux, trois, quatre conditions? Est-ce que c'est un nombre illimité? Quel est le nombre de conditions que ça prend pour arriver à cette possibilité d'avoir une interprétation causale? Et la réponse, c'est 3 conditions. Donc, je vais vous parler des 3 conditions sous-jacentes du cadre conceptuel d'inférence causale, qui sont l'échangeabilité, la positivité et la cohérence. Et ce que ça fait, ces 3 conditions-là, c'est que ça prend l'étude non randomisée et ça fait en soi que ça va imiter une étude randomisée. Donc, c'est comme si avec les conditions qu'on va pouvoir appliquer, l'étude non randomisée va avoir toutes les bonnes conditions comme une étude randomisée pour pouvoir parler d'interprétation causale. Et pour vous expliquer les 3 conditions, on va faire ça par un exemple. Donc, on va faire un exemple qu'on aimerait estimer l'effet des soins primaires interprofessionnels sur l'utilisation des services de santé. On va se mettre en tête qu'on veut évaluer, par exemple, en quoi appartenir à un groupe de médecine de famille fait en sorte que ça va affecter ou impacter les visites à l'urgence. Donc, l'échangeabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus dans les 2 groupes, soit groupe intervention, groupe contrôle, ces individus-là doivent être interchangeables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on retourne à notre diagramme de tout à l'heure, ça veut dire que si on prend les individus qui sont dans le groupe intervention et qu'on les interchange avec les personnes dans le groupe comparaison, donc on les switch de groupe, on devrait être en mesure d'avoir le même résultat à la fin. Fait que tu sois dans un groupe ou l'autre, ne devrait rien changer sur l'effet que tu vas observer à la fin. Ce que ça veut dire en pratique, si on retourne à notre exemple, ça veut dire que ici, on est dans un contexte où les 2 groupes ne sont pas interchangeables parce qu'on a vu qu'ils ont des caractéristiques différentes l'un de l'autre. Donc, si on les change de place et qu'on les interchange de groupe, on ne va pas avoir le même résultat. Donc, ça serait une violation de la condition d'échangeabilité. Et ce que ça veut dire en pratique maintenant, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour pouvoir être en mesure de dire qu'on
on satisfait cette condition-là dans le contexte non randomisé, ça implique qu'il faut qu'on ait mesuré et pris en compte tous les facteurs de confusion. Donc, c'est les facteurs de confusion qui font en sorte que nos groupes ne sont pas interchangeables. Donc, il faut que dans notre étude, on ait mesuré et avoir les données pour tous les facteurs de confusion qui sont reliés à la fois à l'exposition, qui est nos appartenances à un GMF, et au résultat qui est visite à l'urgence. Et je te laisserai un autre petit mot aussi pour dire que pour élaborer cette liste de facteurs de confusion, ce n'est pas basé sur nos données qu'on le fait, mais bien sur nos connaissances comme experts et ou encore la littérature. Donc, c'est vraiment un concept théorique, les facteurs de confusion, et non basé sur des tests paramétriques qu'on peut faire sur nos données. Maintenant, la deuxième condition du cadre conceptuel, c'est la positivité. Ça veut dire que chaque individu doit avoir une probabilité non nulle d'être exposé ou non exposé. Donc, ça peut sembler compliqué, mais tout ce que ça veut dire, c'est que chaque personne doit avoir une chance. Ça a dû être possible qu'il se ramasse soit dans le groupe intervention, soit dans le groupe comparaison. Donc, si on retourne à notre exemple sur l'effet des GMF sur l'urgence, admettons que c'était impossible au Québec d'implanter des GMF dans le Nord. Admettons que pour des raisons logistiques ou autres, c'était juste pas possible que des personnes vivant dans le Nord du Québec aient accès à un GMF. Donc, si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on serait dans une violation de la condition de positivité. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, ayant réfléchi à cette condition-là, on adapte notre population cible. On dit, je veux valider ma condition de positivité, donc je dois restreindre ma population cible sur le reste du Québec où je peux bien juger plausible que les personnes ont eu une chance supérieure à 0, une probabilité supérieure à 0 d'avoir eu accès à un GMF ou non. Donc, ça, c'est la façon dont on peut réfléchir à cette condition-là. Et maintenant, la troisième condition, c'est la condition de cohérence. Ça veut dire, et ça peut sembler facile au départ de dire que c'est clair, que c'est une condition qui est facile à avoir, mais vous allez voir, ça peut des fois être plus difficile. La condition de cohérence, c'est que l'intervention doit être bien définie et suffisamment spécifique pour justifier une estimation non ambiguë. Donc, il faut parler de spécificité de l'intervention. Et ce que ça veut dire aussi, en d'autres termes, c'est que l'intervention doit être la même pour tous les individus et implantée de la même manière. Donc, ça peut des fois être difficile à voir en pratique. Donc, on peut retourner à notre exemple encore et on peut s'imaginer, et on sait que les équipes interprofessionnelles peuvent prendre plusieurs formes. Il y a certains GMF qui ont peut-être accès à une infirmière praticienne, d'autres qui pourraient avoir un travailleur social, d'autres non. Donc, cette hétérogénéité dans l'intervention nuit à la condition de cohérence. Parce que quand on va parler effet de GMF, bien, la question c'est oui, mais quel type de GMF? Parce qu'il y en a plusieurs. Fait qu'il faut être spécifique quand on veut parler d'inférence causale sur exactement quelle est l'intervention qu'on cherche à aller mesurer l'impact. Donc, quand on est dans une situation comme ça, une façon de mieux répondre à cette condition, ça serait de regarder l'effet causal de composition spécifique des équipes. Donc, je pourrais regarder un profil de GMF en particulier, donc l'effet des GMF qui sont formés de médecins, infirmières et infirmières praticiennes. Quel est l'effet causal de cette composition d'équipe, par exemple?
Donc, maintenant, on a terminé la phase de vous présenter un peu la théorie du cadre conceptuel d'inférence causale. Et maintenant, dans cette deuxième partie de l'atelier, on va procéder à un exemple d'implantation d'une méthode d'inférence causale qui est basée sur le score de propension. Et on va reparler aussi des conditions à travers ça. Donc, on retourne encore une fois à l'exemple. Donc, l'exemple qu'on va essayer d'examiner les faits, c'est quel est l'effet des soins primaires interprofessionnels comme les GMF sur les visites à l'urgence. Donc, il y a une étude qui a été faite par rapport à ça. C'est une étude d'une cohorte rétrospective de personnes nouvellement atteintes de démence en 2002 et 2015 en Ontario. En Ontario, les GMF, on les appelle des Family Health Teams. Et pour cette étude, on avait deux groupes. On avait les personnes atteintes de démence qui faisaient partie d'un Family Health Team ou d'un GMF et les patients qui faisaient partie de groupes solo ou de groupes formés uniquement de médecins. On voulait mesurer visite à l'urgence dans l'année suivant le diagnostic et comparer le taux d'urgence dans les deux groupes pour mesurer l'impact ou l'effet d'appartenance à un GMF. Pour l'analyse qu'on va aller voir maintenant, on a utilisé la pondération par l'inverse de la probabilité du traitement. Et probabilité du traitement, c'est le score de propension qu'on va aller voir maintenant. Donc, qu'est-ce que le score de propension? C'est moins compliqué que ça peut le paraître. C'est simplement un score d'ajustement. Un score qui va mettre ensemble tous les facteurs de confusion et qui va, il va générer un score pour pouvoir balancer les deux groupes. Donc, pour être plus spécifique, le score de propension, c'est la probabilité qu'un patient soit exposé en fonction de ses facteurs de confusion et autres caractéristiques. Donc, c'est une probabilité d'être dans le groupe intervention. Donc, c'est différent du fait qu'en vraie vie, tu es soit dans un groupe ou l'autre, mais on peut générer quelle est ta probabilité d'avoir été dans le groupe. Et comment on fait ça? C'est au moyen d'une simple régression logistique. Donc, on crée une régression logistique où la variable dépendante, c'est oui ou non tu fais partie du GMF. Et dans les covariables de la régression, on met tous nos facteurs de confusion et prédicteurs d'intérêt. Donc, on crée une régression et la probabilité est simplement la valeur prédictive du modèle, ce qui va donner le score de propension. Si on revient à notre diagramme causal de tout à l'heure, donc, qu'est-ce qu'on inclut dans ce modèle de régression pour avoir le score de propension? On veut inclure tous les facteurs de confusion possibles et aussi tous les prédicteurs qui sont reliés aux résultats. Donc, dans le contexte d'une population avec démence, on avait des facteurs de confusion au niveau de socio-démographique, comorbidité et autres. Et comme prédicteur, on avait inclus l'état fonctionnel, s'ils avaient eu un délirium, s'ils prenaient des antipsychotiques, détresse de les dents. Donc, on met ça dans notre régression logistique et on obtient une valeur prédictive qui est notre score de propension. Donc, intuitivement, à quoi va ressembler le score de propension? Si on s'imagine que la barre ici en bas va de 0 à 1, on peut s'imaginer que dans le groupe de personnes qui sont véritablement dans le groupe qui font partie d'un GMF, on peut s'imaginer que leur score de propension va être plus vers le 1. Donc, on va avoir une distribution dans le score qui va aller d'un bout à l'autre, mais qui va être plus dirigée vers la partie supérieure de la ligne. Tandis que les personnes qui se retrouvent dans le groupe non GMF, eux aussi, ils vont avoir une distribution de leur score de propension, mais qui tend à être plus vers la gauche, plus vers le 0. Quand on regarde maintenant un histogramme du score de propension dans les deux groupes, c'est très utile pour revenir à notre condition de plausibilité, nos conditions d'inférence causale. Parce qu'on peut faire un histogramme. On voit ici
que le groupe non-GMF en haut, on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, que leur distribution de score de propension est plus vers le 0, tandis que le groupe GMF en bas a une distribution qui va plus vers le 1. Mais ce qui est très, très intéressant avec ce genre d'histogramme, c'est qu'on peut voir, vous voyez le cercle ici, désolée, on peut voir qu'il y a une place où on a des personnes qui ont des scores de propension plus vers le 0.7, 0.8 dans le groupe GMF, mais qu'on ne trouve pas de personnes dans le groupe non GMF avec ces mêmes probabilités. Ça peut être un signe d'un problème de positivité. Ça peut dire qu'on n'arrive pas à trouver un contrefactuel de gens qui auraient eu la chance d'être dans le groupe GMF, mais qui ont fini par être dans le groupe non GMF. Donc, on pourrait remettre ça en question et il y a des techniques aussi qui nous permettent de dire est-ce qu'on devrait exclure cette partie de l'échantillon parce qu'on n'est pas en mesure de parler de causalité pour ce type de population pour lequel on n'a pas le contrefactuel. Maintenant qu'on a un score de propension, on a 4 façons de l'utiliser. On peut faire un appariement par le score de propension, donc vraiment faire un match de une personne dans le groupe intervention et une personne dans le groupe contrôle avec le même score de propension et vraiment matcher l'échantillon comme ça. Donc, créer un échantillon apparié sur lequel on va aller mesurer l'effet causal. On peut aussi stratifier le score causal, c'est une autre tactique, ou encore ajuster le modèle avec le résultat par le score de propension, qui est vraiment une mesure sommaire de toutes les variables de confusion. Et la dernière méthode pour utiliser le score de propension, c'est la pondération par l'inverse de la probabilité du traitement. Donc, c'est celui-là qu'on va s'attarder aujourd'hui. Ce que ça fait, c'est que ça crée un échantillon pondéré basé sur le score de propension qui va aller balancer nos deux groupes. Et il y a une très simple formule pour aller faire cette pondération, c'est qu'une fois qu'on a pour chaque personne leur score de propension, leur poids devient simplement l'inverse de ce score-là. Donc, si on est dans le groupe intervention, on va attribuer un poids à 1 divisé par ce score-là, le score de propension. Ici, c'est pour un individu dans le groupe contrôle, son poids va être 1 divisé par le complément du score de propension. Donc, ça, c'est le poids qu'on va attribuer à chaque personne et qui va faire en sorte qu'on va aller balancer les deux groupes sur les facteurs de confusion, ce qui va aller imiter le contexte d'une étude randomisée. Donc, tout ça, c'est pouvoir prendre un échantillon où les facteurs de confusion ne sont pas balancés, où les caractéristiques ne sont pas tout à fait semblables entre les deux groupes et créer une échantillon synthétique où maintenant les facteurs sont bien balancés et donc ne rentrent plus en compte pour aller biaiser l'effet à estimer. Donc, encore une fois, on peut se baser sur des graphiques pour aller vérifier certaines conditions de l'inférence causale. Donc, ici, on voit un graphique pour chaque facteur de confusion qui a été inclus dans le score de propension. On a calculé une différence standardisée entre les deux groupes. Donc, si on regarde d'abord les carreaux verts, et on regarde l'âge, par exemple, on regarde quelle est la différence moyenne dans l'âge entre mes deux groupes. Le carreau vert nous montre cette différence-là avant d'avoir fait la pondération. Puis après la pondération, on voit le cercle rouge qui maintenant se retrouve exactement centré sur le 0. Donc, on voit qu'avant la pondération, il y avait une différence au niveau de l'âge moyen entre les deux groupes. Et à cause de la pondération, on a maintenant balancé nos deux groupes sur l'âge. Donc, on peut vérifier pour chaque variable de confusion qu'on a mis dans notre modèle, est-ce que j'ai bien
est-ce que mon échantillon et mes deux groupes sont maintenant bien balancés? Donc, on compare les carreaux verts versus les cercles rouges pour voir que oui, dans ce cas-ci, je me sens confortable que mes deux groupes sont bien équilibrés. Et quand ce n'est pas le cas, admettons qu'on fait cet exercice et qu'on trouve que ce n'est pas balancé, ça veut dire qu'il y a des variables de confusion qu'on n'a pas inclus dans le modèle ou qu'il fallait inclure des termes d'interaction. Donc, on retourne dans le modèle de score de propension et on fait un processus itératif jusqu'à ce qu'on obtienne un équilibre dans les facteurs de confusion. Donc, j'allais vous demander un petit sondage pour vous demander quelles conditions sous-jacentes du cadre conceptuel est-ce qu'on va évaluer avec ce type de graphique? Donc, c'est soit l'échangeabilité, la positivité ou la cohérence. Et la réponse, vous l'avez peut-être deviné, c'est l'échangeabilité. Donc, en vérifiant que mes deux groupes sont balancés et équilibrés, ça vient vérifier que mon hypothèse d'échangeabilité est valide. Bon, maintenant, on peut souffler. On a fait toute notre poutine dans la cuisine. On a fait tout le travail d'ajustement en priori, même avant de parler du résultat. On n'a même pas encore parlé de l'outcome de visite à l'urgence. Donc, avec cette méthode de pondération de score de propension, tout l'ajustement des facteurs de confusion se fait avant d'entreprendre l'estimation de l'effet causal. Donc, on fait toute notre poutine en avance. Donc, quand on arrive à vraiment étudier et estimer l'effet causal, on a créé un échantillon pondéré qui est maintenant balancé et supposément sans facteur de confusion. Donc, tout ce qui reste à faire pour évaluer l'effet causal, c'est de faire un simple test paramétrique, comme si on était dans un essai randomisé, parce que tout l'exercice de balance a été fait a priori. Donc, ce qui est vraiment, vraiment génial comme façon de procéder, vous allez voir plus tard des avantages de faire ça comme ça. Donc, à la fin, l'estimation de l'effet, c'est un simple tableau 2 par 2, un qui carré ou même un t-test pour aller mesurer, comparer mes deux groupes sur le résultat. Donc, dans l'étude qu'on a entreprise en Ontario, on a voulu mesurer l'effet d'appartenir à un GMF sur les visites à l'urgence. On prend notre échantillon pondéré et on compare leur risque d'avoir eu une visite à l'urgence dans l'année suivante du diagnostic. Et dans cette étude, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, ceux qui appartenaient au groupe GMF avaient un risque relatif de 3 plus élevé d'avoir une visite à l'urgence que les patients qui étaient dans un groupe non GMF. Donc ça suscite aussi beaucoup de discussions intéressantes parce que ça ne va pas dans le sens qu'on aurait peut-être espéré. Mais voici ce que ça donne à la fin, c'est qu'on arrive à voir notre estimation de l'effet causal d'appartenance à un groupe GMF sur notre résultat. Donc maintenant, j'aimerais finir l'atelier en vous donnant une comparaison de la régression traditionnelle versus les méthodes d'inférence causale. Donc, pourquoi on peut penser que ces méthodes-là sont une meilleure façon de procéder pour nos estimations d'intervention versus la régression traditionnelle qu'on a tous fait depuis notre jeunesse. Donc, désolée, j'ai mis ça en anglais, mais on va passer à travers. Donc, une des avantages majeurs de prendre des méthodes de score de propension, des méthodes en inférence causale, c'est encore, on revient à l'idée d'être très explicite. OK? Donc, l'idée, c'est, avec ces méthodes-là, on fait des vérifications formelles des conditions sous-jacentes qu'on a besoin pour savoir si on peut faire des interprétations causales. Donc, on a vu les deux diagrammes. On a vu le diagramme avec l'histogramme et aussi celui avec les différences standardisées. Ces deux diagrammes-là nous permettent d'aller évaluer la plausibilité de la condition d'échangeabilité et de la condition de positivité.
On n'a pas ce potentiel dans la régression traditionnelle. Il n'y a pas de vérification formelle de balance des facteurs de confusion dans les deux groupes. Parce qu'on les met dans notre régression et on fait un modèle de régression et on n'a pas de vérification possible à ce niveau-là. L'autre avantage avec les méthodes en inférence causale, c'est qu'on a moins de risques de faire du data mining ou ce qu'on appelle du p-hacking. On n'a pas le potentiel de regarder tout ce qui est significatif dans un modèle de régression et de rouler plusieurs modèles de régression jusqu'à temps qu'on trouve des associations intéressantes. Parce que dans le monde des méthodes d'inférence causale, ce qu'on a vu, c'est que toute la poutine là, que je dis, tout ce qui est le devis puis de préparer l'échantillon se fait avant l'analyse du résultat. Donc, toute la préparation par rapport aux facteurs de confusion est séparée du modèle d'impact. Donc, quand on arrive au modèle d'impact, c'est un test paramétrique et donc, il n'y a pas cette même facilité d'aller faire plusieurs régressions et de vouloir peut-être aller trop loin dans nos interprétations. Il y a aussi un avantage par rapport à la puissance. Dans les modèles de régression, quand le résultat est rare, ça peut être difficile de faire des modèles de régression qui vont tenir parce qu'on a souvent la volonté d'inclure plusieurs facteurs de confusion. Et quand la variable dépendante est rare, c'est souvent pas possible de rouler un tel modèle. Mais avec les méthodes d'inférence causale, si l'exposition n'est pas rare, on a la possibilité d'inclure un grand nombre de facteurs de confusion dans notre modèle de propension. Puis le modèle pour l'outcome, c'est juste un test paramétrique. Donc, il y a aussi un avantage possible par rapport à la puissance. Et la dernière différence qui est possiblement la plus importante, puis qui est souvent la moins parlée, c'est le fait que vous avez vu avec la méthode par pondération, à la fin, c'est un simple test paramétrique. Donc, l'effet causal qu'on observe, elle ne dépend pas des covariables, elle ne dépend pas des facteurs de confusion, ce qui nous donne un effet marginal, ce qu'on appelle marginal. C'est un effet causal pour toute la population, quel que soit l'âge, le sexe, les comorbidités ou autres. C'est un effet marginal. Donc, c'est un effet qu'on peut interpréter au niveau de la population. Tandis que dans les régressions traditionnelles, c'est des modèles ce qu'on appelle conditionnels. Donc, ta valeur d'exposition dans ton modèle est aussi inclue avec tous les facteurs de confusion. Donc, l'interprétation de l'effet que tu vas observer dans une régression traditionnelle va aller dépendre de l'âge, du sexe, des comorbidités de la personne. Donc, ce n'est pas un effet marginal, c'est un effet conditionnel des valeurs des autres covariables dans le modèle. Donc, pour conclure cet atelier, j'aimerais vous donner juste quelques messages à retenir sur ce que vous avez appris. C'est que l'utilisation des méthodes d'inférence causale, ça nous permet d'être plus explicite sur les conditions nécessaires à parler d'interprétation causale. Ça nous permet de se rapprocher à l'interprétation causale parce qu'on va avoir réfléchi dès le début aux conditions nécessaires pour y arriver. Donc, ça va nous forcer à être très explicite sur l'intervention, la population cible, pour nous mettre dans la bonne voie pour aller vers cette direction. Et aussi, ça nous permet de mieux comprendre les barrières à cette interprétation parce que c'est sûr que dans l'analyse que je vous ai montrée sur l'impact des GMF sur les urgences, il nous manquait des facteurs de confusion, il y avait peut-être des problèmes de positivité, mais ça nous permet d'avoir une conversation explicite sur à quel point je peux me rapprocher de cette interprétation, qu'est-ce qui m'a manqué dans mes données, dans le contexte pour dire que c'est un effet causal. Donc,
au moins, on peut savoir ce qu'on n'a pas eu. Au lieu que ça soit plus théorique et abstrait dans notre tête quand on fait des régressions traditionnelles. Donc, je pense que c'est des méthodes fort intéressantes qui restent sous-utilisées et qui vont nécessiter un meilleur transfert de connaissances pour les rendre plus accessibles à nos chercheurs en santé. Donc, j'aimerais vous remercier de votre attention. Je vous ai laissé quelques lectures si ça vous intéresse et je suis bien contente de prendre vos questions. Excellent. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. J'aimerais ça que tu nous expliques l'effet causal du, du café. Je pense que ça s'applique peut-être à plusieurs personnes et merci aussi pour ces références. Donc, dans le cadre des activités apprivoiser les méthodes, c'est justement de nous permettre de mieux comprendre, de mieux saisir une méthode qui commence à prendre davantage d'espace dans les écrits scientifiques. Et je te remercie vraiment beaucoup pour la présentation très pédagogique. Ça a beaucoup simplifié toute la notion des scores de propension, à quoi ça consiste et vraiment comment s'y prendre. Alors, j'aimerais ouvrir pour les questions. Nous sommes un petit peu plus d'une vingtaine dans la salle. Ça veut dire que vous pourriez poser soit les questions dans le clavardage, le chat, ou vous pourriez lever la main pour poser une question. Donc, je vous invite à formuler vos questions, mais peut-être, Nadia, juste pour en dire un petit peu plus long, tu nous as illustré les modèles avec le score de propension. Est-ce que tu peux faire mention, juste pour contextualiser ça, les autres méthodes, comme par exemple les méthodes d'analyse par médiation, c'est d'autres modèles. J'imagine que les modèles de Heckman ou les Regression Discontinuity Design. Est-ce que tu peux peut-être dire quel est l'ensemble de ça, puis peut-être pourquoi tu as choisi de nous présenter le score de propension en particulier? Est-ce que c'est celui qui est préféré ou est-ce qu'il y en a d'autres? Comment on peut envisager cette chose? Oui, bien, je pourrais aussi vous faire suivre une petite liste aussi de tout ce qu'il y a comme nouveauté en type de méthode. En fait, on a réinventé beaucoup de méthodes qu'on utilisait dans le passé avec la perspective du cadre d'inférence causale. Donc, tu as mentionné la médiation. Avant, on utilisait une forme de médiation plus avec deux modèles de régression qu'on compare et ainsi de suite. Mais maintenant, on a des méthodes de médiation beaucoup plus avancées grâce à ce cadre conceptuel où on peut dissocier l'interaction de la médiation. On peut aller plus loin aussi avec les méthodes d'inférence causale. Un des grands avantages, puis ça s'appelle les Marginal Structural Models. Avant, on avait de la misère à savoir quoi faire quand la variable de confusion varie dans le temps. Donc, on peut s'imaginer une étude longitudinale où on mesure l'effet d'une intervention à chaque mois, mais on peut aussi s'imaginer, si ça mettons c'est un médicament, l'intervention, puis on veut aller mesurer l'impact sur la mortalité, mais il y a une variable de confusion qui est la comorbidité, par exemple. Mais on peut s'imaginer qu'au fil du temps, la façon dont l'intervention va aller changer dans le temps peut être modifiée selon la façon dont les comorbidités vont aller changer aussi dans le temps. Donc, on ne veut pas juste mesurer comorbidité à temps zéro, mais on veut aussi mesurer dans le temps comment ça change. Puis cette relation compliquée de exposition et variable de confusion qui les deux changent dans le temps, des time-dependent confounding, comme on appelle, ça crée un gros problème pour aller mesurer l'effet causal et ce cadre-là, avec les Marginal Structural Models, ça vient répondre à cette problématique-là. Donc, ça, c'est un des gros nouveautés de ce cadre-là. Donc, il y a les méthodes en médiation, comme tu as parlé. Il y a aussi les variables instrumentales qui sont une autre façon aussi d'aller mesurer l'effet causal quand on a beaucoup de variables de confusion qu'on ne peut pas mesurer. Donc, on peut procéder par une variable externe qui est une variable instrumentale. Donc, ça nous a vraiment ouvert, parce que maintenant qu'on a un langage explicite, ça nous a ouvert sur plein de nouvelles façons de regarder les effets causaux et aller plus loin.
Et aussi tous les devis aussi par rapport à ça, comme les devis difference in difference, les devis interrupted time series, regression discontinuity. C'est des devis qu'on a peut-être utilisés dans le passé, mais que maintenant on réinvente et on re-regarde avec une nouvelle lentille plus explicite sur les conditions nécessaires. Donc, ça nous permet d'être vraiment plus rigoureux dans la façon qu'on regarde cette façon d'analyser. Excellent, merci. Je vois qu'il y a 2 éléments dans le chat. Alors, Guy Paris nous dit un gros merci pour l'atelier qui est à la fois clair et utile. Il doit quitter pour une autre rencontre, mais il espère avoir accès aux diapos. Alors, j'aimerais rappeler aux gens que la présentation et la partie échange seront disponibles sur le réseau YouTube du Centre de recherche du CHUM dans les prochains jours. Alors, vous pourrez aller visionner en boucle ça, puis pour vraiment comprendre exactement de quoi il s'agit. L'autre question, encore un remerciement de la part de Mira Jory. Est-ce que tu peux expliquer comment les données manquantes peuvent être gérées dans une telle analyse? Oui, un autre gros réinvention grâce aux méthodes en inférence causale. Donc, avant, il y avait un gros problème avec les données manquantes, c'est qu'il fallait toujours se croiser les doigts puis espérer que les données manquantes étaient manquantes de façon aléatoire. Mais on sait souvent que les données manquantes, ça peut être dû au fait que la personne était trop malade pour aller à sa visite puis faire ses évaluations. Donc, on a des problèmes de données manquantes qui sont informative, qui ne sont pas manquantes de façon aléatoire. Et avant, ça causait beaucoup de complexité pour comment aller essayer d'imputer ce genre de données manquantes. Maintenant, avec les poids, les scores de propension, avec la pondération de ce score-là, on peut facilement aller corriger ce genre de données manquantes parce qu'on peut aller, au lieu de faire un score de propension qui est la probabilité de recevoir le traitement, on a simplement à faire un autre poids qui est la probabilité d'être à ton prochain rendez-vous ou pas. Donc, la probabilité que tu sois censuré ou pas. Et on fait la même chose comme le score de propension. On met là-dedans tous les facteurs qui peuvent faire en sorte que ça va aller prédire pourquoi la donnée serait manquante ou pas. Donc, ça crée un poids. Et c'est un deuxième poids qu'on va aller inclure dans le test paramétrique à la fin. Donc, en multipliant le score de propension qui est sur le traitement avec un nouveau poids qui est sur la probabilité de censurer, on vient naturellement et de façon très élégante ajuster pour des données manquantes aussi dans ce contexte-là. Excellent. Donc, si je comprends bien, peut-être pour pousser ça un petit peu plus loin, c'est qu'en rajoutant ce deuxième facteur de pondération, on répond à la question si j'avais eu des données complètes, mais maintenant que j'en ai pas, est-ce qu'on aurait eu des différences dans les résultats? C'est ça? C'est ça. Ça va aller corriger pour le biais du fait que tu as eu des données manquantes qui sont informatifs. Ça va aller corriger ce biais-là. Donc, tu arrives quand même à pouvoir avoir une interprétation non biaisée à la fin. Bon. Alors, excellent. Mira te dit un merci, puis en disant que c'est très élégant. Oh, Minou! Oui, mon minou est là, excusez-moi. Donc, quand il y a Claudio Del Grande qui dit un merci aussi, et il dit la chose suivante: la randomisation a l'avantage, en théorie, de balancer les groupes étudiés quant aux facteurs de confusion connus et inconnus, donc absents de la littérature. Existe-t-il des comparaisons entre les résultats d'études randomisées et non randomisées employant de telles méthodes, c'est-à-dire les scores de propension, pour fournir une indication, même indirecte, de l'effet biaisant des facteurs de confusion inconnus? Excellente question, Claudio. Il y a beaucoup de littérature qui ont comparé qu'est-ce que ça fait quand on a des facteurs de confusion qui sont manquantes, puis qu'est-ce que ça fait comme biais. Il y a toute forme d'études de simulation. Je dirais même plus intéressant que ça, ces études de simulation qui montrent que oui, on peut aller comparer dans les deux scénarios, puis qu'est-ce que ça fait comme biais. Il y a une autre développement dans ce monde d'inférence causale qui est très intéressant, puis
Encore une fois, si ça vous intéresse, écrivez-moi, je peux vous le faire parvenir, mais ça s'appelle le e-value. Le e-value, c'est un chiffre basé sur une formule très simple qui a été développée par Tyler Vanderweel, qui est un autre chercheur à Harvard, et qui va aller mesurer quelle doit être la force d'un facteur de confusion manquante pour aller nullifier l'effet que tu as observé. Donc, si je retourne dans ma diapositive, là, moi, j'avais observé un effet de 1,03. Hein, c'est assez proche du nul, là, du 1. C'est juste un 3 de risque additionnel. Donc, le e-value, ça va aller mesurer quelle doit être la puissance d'une variable de confusion pour que mon 1,03 devienne 1. Donc, qui fait que l'effet que j'ai mesuré va s'annuler. Donc, ça nous permet de dire à quel point ce résultat-là est robuste aux facteurs de confusion qui ne sont pas mesurés, parce qu'on sait qu'il va toujours y en avoir. Et si on peut voir que, oh, mais ça prend juste une variable de confusion avec un rapport de cote de 1,1 pour faire balancer mon résultat puis le nullifier, on peut nuancer notre résultat en disant, oui, on a vu une augmentation de 3 mais c'est très fort possible qu'avec l'effet des variables de confusion non mesurées, que ce résultat-là ne peut pas se reproduire encore dans d'autres études. Versus si on a un e-value de 3,5, on peut nuancer notre résultat en disant, ah là, on peut être assez sûr que ça va être assez rare qu'on va aller trouver un facteur de confusion si fortement associé pour avoir annulé notre effet observé. Donc, il y a aussi des méthodes en inférence causale pour aller mesurer la robustesse due aux facteurs de confusion non mesurés. Alors, il y a une autre question, merci. Il y a Claudio qui nous dit super intéressant, merci pour la réponse. Il va aller investiguer sur ça. Donc, tu as déjà stimulé de l'intérêt pour les méthodes, merci. Ensuite, il y a une question qui nous vient de Obi. Elle est en anglais, donc je vais la lire en anglais pour ne pas changer la nature du commentaire. Un instant, je reviens. Thank you for the presentation, very interesting. I think a limitation would still be if you don't account for all possible confounders. Also, is there a limit of confounders based on the number of observations that can be included? Yeah. I'll answer in French anyways. Donc, le cadre d'inférence causale n'est pas quand même un magic bullet. Donc, ce n'est pas le fait qu'on va utiliser ces méthodes-là qui va nous garantir qu'on va quand même pouvoir interpréter nos résultats de façon causale. Fait que c'est très fort possible que dans cette étude-là, on ne répondait pas à la condition d'échangeabilité parce qu'on n'avait pas mesuré et pris en compte tous les facteurs de confusion. Donc, il faut toujours nuancer quand même l'interprétation du résultat, mais ce que ça nous amène, c'est de savoir how close was I? À quel degré de certitude je peux être que mon résultat se rapproche d'une interprétation causale? Versus en régression standard, on se croise les doigts puis on ne sait pas trop. C'est là, on peut au moins savoir dans le spectrum où est-ce qu'on se situe. C'est vrai que les facteurs non mesurés causent quand même problème dans cette situation-là, mais on va pouvoir plus les comprendre et l'interpréter dans nos résultats. Et l'autre partie de la question, c'était, Lise, peux-tu me rappeler? Are there a limit of confounders based on the number of observations that can be included? Oui, parfait. Donc, cette question de limite de nombre de facteurs de confusion, oui, ça va être selon le modèle de score de propension parce que c'est là qu'on va aller inclure nos facteurs de confusion. Donc, ça va ressembler aux mêmes limites que pour n'importe quelle logistique. On veut au moins 10 cas par variable. Donc, si on a une exposition rare, ça peut limiter le nombre de facteurs de confusion qu'on peut aller inclure dans notre modèle de score de propension. Donc, c'est les mêmes règles
de taille d'échantillon qu'on fait d'habitude dans des régressions logistiques, c'est que là, l'outcome est l'exposition. L'avantage, c'est que souvent, ce qui est rare dans une étude, c'est pas tant l'exposition, mais c'est l'outcome. Donc, souvent, ce problème de taille d'échantillon est moins présente dans le score de propension parce qu'on arrive plus à avoir deux groupes qui sont à peu près de la même taille. Je vois, Ovi, merci, Nadia. Merci. Oui, excellent. Il nous reste quelques minutes à la présentation. Il y a Xavier qui dit un grand merci puis qui doit quitter lui aussi. Mais Mira a une autre question qui porte sur le troisième principe, qui est celui de la cohérence, si j'ai bien compris. Si l'intervention en question n'est pas spécifique, c'est-à-dire que l'étude est mal conceptualisée, est-ce qu'il y a un test statistique qui peut identifier ce problème? Je me permets aussi de rajouter, tu nous as bien illustré le fait qu'on pouvait ne pas rencontrer le exchangeability. Et est-ce qu'il y a des tests statistiques qui nous permettent de vérifier ces tests-là? Merci, Mira. C'est vraiment une très, très bonne question. C'est en fait la seule des trois conditions où c'est vraiment théorique. Pardon? Oui, c'est vraiment la seule des trois conditions qui est vraiment théorique comme façon d'aller le juger. Parce qu'on a vu échangeabilité, positivité, on a des graphiques, on peut regarder dans les données pour nous donner une idée. Cohérence, c'est vraiment selon notre compréhension de l'intervention. Donc, il n'y a pas de test statistique pour aller le mesurer. Par contre, il y a des méthodes statistiques pour aller, une fois qu'on juge que l'intervention n'est pas spécifique, si on est capable d'aller détailler le nombre de versions différentes de l'intervention, ce qu'on appelle en anglais multiple versions of treatment, si on est capable d'aller les connaître, là, mettons qu'il y a 7 versions de cette intervention-là, puis qu'on est capable d'aller créer 7 versions spécifiques, à ce moment-là, oui, il y a des méthodes pour aller les analyser, soit un par un, soit en faisant un genre de weighted average. Donc, on peut aller contourner le problème de cohérence, mais on a besoin de mieux comprendre le degré de cohérence puis de se rendre à un niveau qui va être assez pur pour pouvoir parler de chacun de ces scénarios-là. Puis, encore une fois, ça a été beaucoup développé par les chercheurs à Harvard. Là, c'est vraiment mes dieux, là, je les suis. C'est très, très intéressant. C'est très philosophique, ce concept-là de cohérence, mais ça fait beaucoup de sens parce qu'on ne peut pas parler d'effet causal de quelque chose qui est ambigu. Parce que, oui, mais qu'est-ce qui a causé l'effet? On ne peut pas dire, on ne peut pas être sûr parce qu'il y a tellement de formes différentes que c'est difficile d'attribuer une interprétation causale. Alors, Mira te dit un grand merci en indiquant que c'est super clair. Donc, il ne me reste qu'à te dire un grand merci. Excusez-moi pour le bruit en arrière-plan. Il y a des rénovations qui sont en cours chez nous. Alors, je rappelle à tout le monde deux choses. La première, c'est que la présentation sera disponible sur le YouTube du Centre de recherche du CHUM dans les prochains jours. Et je vous rappelle que Nadia viendra nous présenter les résultats de ses projets aussi ce vendredi aux conférences du CHU. Merci Nadia, c'était super et bon après-midi à tous. Merci Lise, merci à tous. Si tu veux arrêter ta vidéo,